Nous sommes au 18e jour de l'année 2018. Bonsoir à tous et merci d'être au grand rendez-vous. Toutes nos salutations à tous ceux qui nous suivent depuis Bantay environ. Et oui, vous êtes à l'honneur tout au long de cette semaine sur le Grand Rendez-vous. Le Grand Rendez-vous qui accueille 4 différents invités ce soir. Entre autres, on aura Martial Ablo, ingénieur agronome, qui sera reçu par Estelle Pazou tout à l'heure dans Monde Agricole. Et avec eux, on va parler de la transformation agroalimentaire, les opportunités qui s'offrent à nos entrepreneurs agricoles. Nous aurons Sandrine Arouanière Azoumé, elle est consultante en gestion administrative. Avec elle, on parle du civisme, une valeur à partager. Elle est l'expert de ce soir. Un autre invité, le commandant Boton Romuald, il est pédiatre. Avec lui, nous allons parler de l'affaire Lactalis, des laits contaminés et des nourrissons infectés dans le monde. Le dernier invité de Horizon Culture, c'est Monsieur Fondoran Aristide. On va parler avec lui de l'art plastique, de sa valeur dans la société. Aristide Fondoran est artiste plasticien. Mesdames et messieurs, c'est ce qui est prévu pour le grand rendez-vous de ce soir. Tout de suite, on entre en liaison avec Nadège Sani. Nadège, bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'Anondé. La pleine forme. Je vais super bien. Eh oui, Nadège Sani, toute bleue vêtue dans un décor bleu, ça fait un peu sourire, mais elle va nous présenter tout de suite le menu de son édition, le 1945 de ce soir, n'est-ce pas Nadège? Bien sûr, heureuse. Dans cette édition, nous proposons à nos téléspectateurs une voce populi sur le port du pantalon chez les femmes. Cette voce populi sera suivie d'un reportage sur le même sujet. Ici, les femmes nous diront ce que le pantalon représente pour elles. On parlera également dans ce journal des conducteurs de tricycles. En page internationale, vous aurez un reportage sur la hausse de la production industrielle en Chine. Merci donc à vous, Nadège Sani. On se retrouve tout à l'heure, n'est-ce pas? À 19h45. Bien sûr, à 19h45, 00. 00. Et oui, mesdames et messieurs, prenez donc le rendez-vous, mais d'abord, restez avec nous pour recevoir sur ce plateau Estelle Pazou et son invité. Le monde agricole, c'est tout de suite. Monde agricole de ce soir, comme je le disais tantôt, s'intéresse à la transformation agroalimentaire, les opportunités qui s'offrent aux agriculteurs et aux entrepreneurs agricoles précisément. Et pour en parler, nous aurons sur le plateau Martial Ablo, ingénieur agronome. Avant de le voir, avant de le recevoir avec Estelle Pazou, nous vous proposons de suivre tout de suite ce reportage réalisé par Armel Dossoukago.
L'auto-emploi et l'insertion des jeunes dans le milieu professionnel restent des défis majeurs pour l'économie béninoise. La dynamisation de l'économie dépend entre autres de l'entrepreneuriat, notamment dans le secteur agricole. Pour réussir un entrepreneur agricole, il faut d'abord apprendre le métier. Apprendre le métier, c'est d'abord avoir les capacités nécessaires, comme vivre chez un paysan pendant quelques temps, pour avoir les compétences nécessaires, avoir suivi la formation d'agronome et vraiment aller sur le terrain. Ou d'abord avoir un parent qui soit paysan et rester avec lui, ou dans les structures comme Songhai et faire d'abord la formation. De secondo, il faut avoir également la capacité managériale. Moi, me dis ici, elle est devenue se faire former parce qu'en temps dans des années antérieures, j'étais en formation, c'est-à-dire lycée technique commercial de Porto-Novo. Mais après avoir fini ma formation en entrepreneuriat là-bas, je me suis décidé de venir ici se faire former pour poursuivre la formation. Mon projet principal est basé sur les mammifères, la reproduction des porcs. En dépit des efforts louables fournis par différentes structures, le goulot d'étranglement ne manque pas. Quelques difficultés se dressent sur le chemin de ces jeunes qui ont envie d'entreprendre. Le problème fondamental que nous avons dans l'agriculture, c'est le problème foncier. La terre est disponible, mais il y a tellement de problèmes autour de la terre, ce qui fait que les gens ne vont pas vers la terre. Il y a également d'autres aspects concernant les jeunes, par exemple, qui voient le paysan comme le dernier, le pauvre, le sali, qui n'aime pas aller vers eux pour avoir l'information. Il n'y a pas de programme spécifique qui permette aux jeunes de s'insérer réellement, d'avoir l'opportunité de s'insérer dans l'agriculture, de vivre d'avoir l'agriculture comme un métier. L'économie dans un système capitaliste est tributaire de la bonne marche des entreprises. Elle se présente aussi comme la meilleure solution pour lutter contre le chômage. Et on retrouve sur le plateau Estelle Pazou. Estelle, joyeux anniversaire. Merci à vous, heureuse d'annoncer. Vous êtes née le 18 janvier. Absolument. Une nouvelle bougie de plus. Une nouvelle ride de plus. Non, pas de ride. Hein. On sait que nous, qui, grâce à Dieu, nous avons de telles formes, on ne vieillit jamais. Pas de ride. Oui? Eh oui. J'attends Pas de de ride voir pour dans vous. 20 ans si vous aurez encore la même forme aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous-même vous souhaitez pour vous? Le bonheur. Le bonheur. Eh oui, soyez heureuse. Alors, vous serez reçue par... eh oui, vous allez recevoir, bien sûr, Martial Ablo, n'est-ce pas? Ingénieur agronome, vous y tenez. Absolument. N'est-ce pas? Pas de merci d'être avec là. le gâteau que les j'aime bien. Non, quand on dit Ablo, on pense même pas à cela. Hein. Je veux bien vous Et croire. pour éviter toute confusion, Voilà. Martial Ablo. Très bien, merci beaucoup. Merci d'être là, bonsoir à vous. Bonsoir madame. Et voilà, avec vous, on va parler de la transformation agroalimentaire, les opportunités. Oui, heureuse, le secteur de la transformation des produits agricoles est un secteur primordial dont l'activité impacte, sinon touche toute la société. Mais également, il y a des opportunités dans ce secteur. Alors, ma première question à M. Martial Ablo, quelle est la première opportunité qu'offre la transformation agroalimentaire aujourd'hui au Bénin? Merci bien madame Estelle, joyeux anniversaire. Je n'étais pas au courant. Voilà. Eh oui, elle est à l'honneur ce soir. Mais super. Et toute cette journée même, je dirais. Ah, mais elle est bien rayonnante pour le jour de son anniversaire. N'est-ce pas? Bien sûr. Merci. Alors, pour Merci répondre beaucoup. à la question sur la première opportunité, c'est déjà la présence d'un marché. Nous avons de plus en plus de Béninois qui sont prêts à goûter aux produits made in Bénin. Comme je le dis souvent, les Béninois sont de plus en plus prêts à goûter au made in Bénin à condition que ce soit de la qualité. Donc il y a un marché national, il y a un marché aussi sous-régional présent et c'est déjà une grande opportunité. Et l'utilité, la première utilité ou la première importance de la transformation, c'est de permettre à ce que nos différents produits agricoles et animaliers soient conservés. Nous avons notre tomate, par exemple, qui peut pourrir très rapidement. Mais avec la transformation, on peut lui donner une durée de conservation d'1 an. Donc, voilà déjà ce que gagne quelqu'un à faire de la transformation. Mais déjà, dans cette première opportunité, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans la manière de faire des producteurs agricoles ou des transformateurs agricoles pour pouvoir accepter aujourd'hui, être acceptés surtout par les consommateurs béninois? Mais je crois que c'est un grand mouvement. Hein. On ne peut pas vouloir dissocier plusieurs choses parce qu'il y a un sentiment de plus en plus africain qui grandit en chacun de nous, les luttes contre le néocolonialisme, etc. Mais il y a aussi au niveau des producteurs beaucoup plus de professionnalisme.
surtout par rapport au packaging. Nous voyons de plus jolis emballages. Voilà. Et les produits aussi sont de meilleure qualité, même s'il y a toujours quelques brebis galeuses. Alors, lorsque pour une première fois, je me mets en contact avec un produit made in Benin et que j'aime bien, j'ai bien envie d'essayer encore. Et de l'adopter. Exactement. Et quels sont les défis à relever aujourd'hui pour davantage booster le secteur de l'agroalimentaire? Alors, pour booster le secteur agroalimentaire, il faudrait déjà que nous ayons plus de facilité quant à la formalisation des entreprises. Je sais que la nouvelle loi des finances a des avantages et des inconvénients à cet effet-là. Et il faudra aussi pouvoir se regrouper. Parce qu'une seule personne ne peut pas vouloir gérer beaucoup de choses à la fois. Une entreprise, c'est plusieurs secteurs, c'est plusieurs priorités et il faudrait pouvoir être à plusieurs pour pouvoir gérer. Et le défi aussi, c'est par rapport à la matière première. Parce que ce sur quoi nous fonctionnons, c'est les produits agricoles qui sont les produits agricoles et animaux qui sont produits. Alors, il faudrait qu'il y ait un meilleur suivi des exploitations agricoles. Parce que comme je l'avais dit sur le plateau récemment, il n'y a aucune technologie qui permet de partir d'une matière première de mauvaise qualité vers un produit fini de bonne qualité. Donc au niveau des exploitations agricoles, il faudrait qu'il y ait plus de production et plus de production de qualité aussi. Et est-ce qu'aujourd'hui sur le marché béninois, il y a une quantité suffisante de matières premières pour accompagner la transformation agroalimentaire? Ça dépend du secteur. Si on prend par exemple le secteur de la tomate, est-ce qu'il y a suffisamment de tomates produites pour aider à la transformation? Je crois que pour le moment, il n'y a pas encore suffisamment de transformateurs. De tomates. Voilà, de tomates. Mais si l'on devait s'y investir beaucoup, je crois qu'il y aurait un problème de suivi par rapport à la matière première. D'où l'intérêt pour le transformateur aussi de pouvoir gérer depuis le début la production, donc d'avoir sa propre exploitation agricole. Mais pour cela, ce sont de grands fonds, bien sûr, qu'il faut investir. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans la transformation? Est-ce qu'elle est toujours manuelle ou bien il y a une petite avancée? Merci. Je crois que nous avons quelques industries, quelques petites industries, moyennes industries, notamment à l'ADA, la zone franche internationale aussi. Je ne vais pas faire de publicité. Il y a une même boisson gazeuse qui est récemment made in Benin, qui est au Bénin, voilà. Donc, il y a de l'amélioration. Je crois il y a beaucoup d'équipementiers aussi, de producteurs ou de fabricants béninois de différents équipements à moins de coûts ou à coût acceptable. Il y en a certains même qui proposent des échéanciers de paiement par rapport à leurs produits. Donc, il y a une amélioration par rapport à l'équipement, par rapport à l'installation. Mais ce qu'on voit le plus souvent, c'est pour producteurs ou transformateurs d'ananas en jus et tout. Surtout ça, est-ce qu'ils ne sont pas encore à l'étape manuelle? Oui, ils sont toujours à l'étape manuelle, on va dire semi-artisanale. C'est le terme le plus exact. On utilise quelques équipements, mais la plus grande partie se fait à la main. Le suivi se fait de façon manuelle. Mais comme je le dis, pour pouvoir automatiser, il faudrait pouvoir s'assurer d'avoir conquis une grande part du marché. Et il faudrait aussi pouvoir s'assurer d'avoir de grandes sources de financement. Il y a certaines industries qui le font. Voilà, donc c'est prometteur. Et en ce qui concerne les sources de financement, est-ce qu'on ne pourrait pas privilégier le partenariat public-privé? C'est-à-dire? C'est-à-dire, si j'ai par exemple la terre et que je n'ai pas les moyens de la production, me mettre en association avec un privé pour qu'on fasse l'activité ensemble. Oui, bien sûr. Le plus grand défi que doivent relever les jeunes, c'est de se mettre ensemble. Je crois qu'il y a certaines communes qui proposent même, ça c'est pour les exploitants agricoles, qui leur proposent de mettre certaines terres à disposition pour qu'ils puissent exploiter sur une certaine durée, etc. Mais se mettre ensemble aussi entre jeunes qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas, c'est aussi beaucoup de défis. Parce que nous n'avons pas les mêmes priorités, nous n'avons pas les mêmes réalités. Vous savez, il y a certains qui ont la patience pour pouvoir gérer, d'autres n'en ont pas. Et il faut pouvoir se faire confiance. Mais mettre ensemble, est-ce que cela a réellement des avantages? Bien sûr. Est-ce que c'est au profit de tout le monde?
Se mettre ensemble, cela a des avantages puisque le risque est divisé. Le risque est divisé et l'assiette capitale aussi est plus grande. Ce qui permet, voilà. Et oui, on comprend. L'assiette est plus grande, parlant du capital. Donc, il y a beaucoup d'avantages à être ensemble. Il y a beaucoup comment dire, d'anticipation. Il y a beaucoup de choses, de prévisions que l'on est capable de faire à plusieurs. Parce que le secteur de la transformation aussi, il y a beaucoup de mini-domaines dans lesquels tout le monde n'est pas forcément spécialiste. Alors, lorsque vous avez des personnes de différentes catégories qui se mettent ensemble, alors il y a une meilleure vision. Nous avons les transformateurs agroalimentaires qui se mettent beaucoup avec les communicateurs de nos jours. Parce que, comme je l'ai dit, le packaging a beaucoup fait aussi dans l'acceptation des produits made in Bénin. Alors un communicateur qui réfléchit à comment présenter le produit, voilà, déjà comment le présenter, comment le vendre, comment le placer. Voilà, ce à quoi le transformateur ne pense pas directement, parce que lui, il a juste la passion de transformer ce qu'il a sous la main. Et est-ce qu'on peut aujourd'hui investir dans la transformation agroalimentaire au Bénin avec l'assurance de pouvoir s'en sortir? Oui, bien sûr qu'on peut s'en sortir, on peut avoir l'assurance de s'en sortir, mais c'est progressif. S'en sortir, ce n'est pas dès demain, ce n'est pas dès la seconde. Il faut se planifier, il faut prendre conscience des risques, il faut savoir bien s'entourer et à la longue, ça finit toujours par payer. À la longue? Bien sûr. À moyen et long terme. Pour assurer. Quels sont ces produits aujourd'hui dont la transformation est prometteuse? Là, je suis un peu gêné, un peu embêté. Tous les produits en général sont prometteurs, d'accord? Vous voulez faire de la transformation, vous voulez faire de la production, faites une étude de marché d'abord. C'est la première des choses. Ensuite, c'est vrai que la tomate est beaucoup consommée au Bénin, les purées de tomates. Nous avons l'ananas. Nous avons le secteur des farines aussi, racines, tubercules, télibor, etc., que l'on voit beaucoup dans les rayons aujourd'hui. Donc, trouver le marché qui est adapté à ce que vous voulez faire et trouver aussi la zone dans laquelle vous pouvez rester pour pouvoir produire. Nous avons les mangues au nord, par exemple, à partir des collines jusqu'au nord, qui pourraient être très bien consommés ici. Donc, il y a plusieurs opportunités de transformation. Mais pourquoi l'ananas a pris autant d'ampleur? La transformation de l'ananas en jus, surtout, a pris autant d'ampleur. Est-ce parce que la matière première est disponible, la transformation également est facile à faire? La transformation est relativement facile, c'est vrai. Mais c'est le produit aussi qui est le plus rapidement consommé. Il faut dire que le Béninois, quand il voit quelqu'un qui fait quelque chose à côté, il veut bien faire aussi. Il a envie de faire aussi. Donc c'est pour cela que nous voyons beaucoup de producteurs. Et vu que le marché arrive à absorber aussi tout cela, il y a beaucoup plus de personnes qui se mettent dedans. Donc il faut dire aussi qu'au sud Bénin, l'ananas est très prisé. Et même au nord, il y en a certains qui arrivent à envoyer au nord et c'est très bien aimé. À l'extérieur aussi, l'ananas béninois, le jus d'ananas béninois est bien apprécié aussi à l'extérieur. Mais en ce qui concerne la tomate, est-ce que c'est parce que le béninois n'a pas encore vu quelqu'un faire à côté de lui que lui-même ne se met pas dans la transformation? Parce qu'il arrive des moments où on manque de la tomate au Bénin. Oui. Là, je ne saurais l'expliquer. Il y a quelques producteurs, c'est vrai qu'ils ne sont pas aussi nombreux que les producteurs d'ananas. Il faut dire que la tomate sera un peu plus compliquée à transporter que l'ananas. Vous pourrez voir des gens dans des zones résidentielles de Calavi ou même de Cotonou, je sais pas, faire du jus d'ananas. Mais si vous faites de la tomate et vous voulez réellement gagner, le mieux c'est de vous rapprocher des lieux de production. Ce qui fait qu'il faut aller un peu dans des zones un peu rurales. Il faut se déplacer. Voilà. C'est que tout le monde n'est pas forcément prêt à faire. Même si certains font de la purée de tomates à Cotonou, mais Cotonou, je ne crois pas produire suffisamment de tomates pour qu'on puisse chercher à... Merci beaucoup, Monsieur Martial Ablor. Merci à vous. Heureuse d'Anandé. Merci de nous avoir reçus sur le plateau. N'est-ce pas? Et surtout, en ce jour de fête. Quelle fête? Oui. L'anniversaire de Estelle Pazou. Elle nous reçoit après l'émission, tout à l'heure. Aux environs de 21h, n'est-ce pas? Oui, oui, je vous invite. Mesdames et messieurs, vous êtes aussi invités. Eh oui. J'allais poser la question. Non, mais elle ne va quand même pas vous oublier, vous, hein, monsieur Ablor.
Et voilà, merci à vous Estelle Dia pour le choix du sujet. Je crois que ces jeunes qui sont encore dans les quatre murs de leur chambre en disant je ne sais pas quoi faire, vous leur avez donné des opportunités de transformer des produits agricoles que nous avons, la tomate, l'ananas et autres. Voilà donc lundi prochain on va se retrouver. Oui, heureuse. Certainement avec Aramata Bataou. Oui, avec Aramata. Eh oui. Voilà, mesdames et messieurs, Monde agricole s'achève ici. On va installer notre expert. Il s'agit de Sandrine Ronzamé. Elle est consultante en gestion administrative. À tout à l'heure. L'expert de ce soir, Sandrine Arouayer-Razoumen, consultante en gestion administrative. Avec elle, on parle du civisme, une valeur à partager. Sandrine Razoumen, merci d'être là. Bonsoir. Merci à vous de me recevoir. C'est un plaisir. Alors, lorsqu'on parle du civisme, je sais qu'à l'école, au cours primaire, nous avons un cours, l'éducation civique. Tout à fait. Le civisme, déjà, c'est quoi? Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui, malheureusement, n'ont pas eu ce cours-là à l'école. Absolument. Voilà. Alors, le civisme, ça nous interpelle déjà à deux niveaux. C'est le respect, d'accord? Le respect des valeurs, des conventions sociales que nous nous sommes données. Donc, à titre personnel, c'est l'engagement citoyen vis-à-vis de ces valeurs-là, de ces conventions, et également le comportement qui vise à faire en sorte que l'intérêt public général soit prisé au détriment de l'intérêt particulier. Voilà. Mais avec tout ce qui se passe dans notre société, aujourd'hui, surtout avec, dans ce pays où il y a plus de jeunes, est-ce que la jeunesse connaît réellement ce dont il s'agit? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, si de plus en plus dans les écoles, on ne nous apprend plus quelles sont les valeurs civiques, que l'éducation civique n'est plus tellement à la page, donc toutes ces valeurs-là foutent le camp. Et malheureusement, ça se ressent. La jeunesse n'est plus tellement imprégnée de cela, et dans leur comportement de tous les jours, on le ressent bien. Mais quel est l'impact aujourd'hui sur la société, l'impact de cette mauvaise connaissance ou ignorance carrément, je dirais? Alors déjà, quand sur la voie de l'école, papa, maman descendent de la vitre, ils ont fini de prendre une orange, une banane, ils jettent la peau par les fenêtres, et que le petit enfant derrière, il regarde ça, donc demain, il le fera, sans se dire que c'est mauvais. On aura beau lui dire qu'il ne comprendra pas parce que papa et maman l'ont fait. Et donc, tout ça, ça cause déjà les problèmes environnementaux, la saleté de nos rues, de nos voies, que nous déplorons tout le temps. Et c'est pareil, hein, au niveau plus élevé, on va dire, dans les administrations, quand les ministres, les directeurs de société, au lieu de respecter les feux tricolores, ils brûlent les feux allègrement, ils prennent les contresens sur nos voies. Demain, quand nos jeunes vont prendre leur moto, vont prendre leur voiture, vont faire pareil, ils trouveront quand même insensé qu'on vienne les arrêter pour leur dire ne le faites pas, parce qu'ils ont vu faire. Et donc, tout ça contribue en fait à nous ralentir dans nos efforts de développement. Et alors, est-ce la raison pour laquelle on dit aujourd'hui que le civisme est une valeur à partager? Absolument, le civisme, il est important que nous revenions à ces valeurs fondamentales. Je pense que c'est le socle, hein, pour tout développement dans un pays. Parce que lorsque les citoyens d'un pays n'ont pas à cœur le patriotisme, le respect de la chose publique, automatiquement, l'État même en prend un coup. Donc il est important que nous puissions revenir partager ces valeurs-là avec déjà dès le tout petit âge, et aller vraiment plus loin, parce que la gangrène est montée très loin. Voilà. Mais que faire aujourd'hui? Que faire? Que faire, c'est... Est-ce qu'on doit déjà intégrer à nouveau l'éducation civique dans l'enseignement primaire et des solutions? Absolument. Il faut bien que ceci soit réintégré dans le système éducatif, je veux dire du bas jusqu'en haut, et que l'État prenne ses responsabilités. En quoi faisant? Que l'État soit plus rigoureux, par exemple, qu'on montre l'exemple.
et que les cas de déviance soient rigoureusement sanctionnés. Que le petit enfant qui voit, ah tiens, il a volé dans la caisse de l'État, on l'a arrêté, mais ça l'interpelle tout de suite, il dit attention, il ne faudrait pas que moi je refasse ça. Voulez-vous dire que si on parle aujourd'hui de corruption, il faut lutter contre la corruption qui est apparemment très difficile, c'est parce qu'il y a ce manque de civisme? C'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Et donc, vraiment, c'est là qu'en fait, l'État doit accompagner. Et au-delà même de l'État, je dirais que les questions de civisme, ce n'est pas seulement l'État. C'est également le citoyen lui-même. Parce que notre constitution, en tout cas la constitution béninoise, nous a donné la possibilité de participer à la vie de notre pays et donc de pouvoir dénoncer les actes qui sont contraires et qui empêchent le développement, ce à travers la saisine de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême. En tout cas, il y a des mécanismes juridiques qui existent et qui permettent aux citoyens de pouvoir s'impliquer dans la vie, dans la gestion de tous les jours que font les autorités à divers niveaux. À divers niveaux. Voilà. Mais on sait que l'État ne peut pas tout seul régler tous les problèmes. Il y a des clubs-services, nous savons que vous êtes la présidente de la Jeune Chambre internationale Cotonou-Océan 2018. Oui. Qu'est-ce que les clubs-services peuvent faire aujourd'hui pour accompagner l'État dans cette dynamique-là? Déjà, c'est que je vais lancer alors un appel, je vais demander à l'État de nous aider à valoriser l'engagement citoyen à travers le volontariat, c'est important. Et les clubs-services comme les nôtres, c'est la sensibilisation. C'est, comme je l'ai dit, c'est la sensibilisation déjà dès le bas âge, c'est d'accompagner les différentes mesures de l'État dans ce sens. Et aussi, c'est de pouvoir montrer l'exemple. Parce qu'on peut décider, par exemple, de montrer ou de mettre à la lumière du jour les autorités qui, à notre sens, sont des exemples en la matière. Et ça, c'est de petites actions que les clubs-services mènent tous les jours. Voilà. De petites actions que les clubs-services mènent tous les jours, mais face à tout ce que nous constatons, la tâche est énorme, madame, la tâche est énorme. Parce qu'on se demande si vos objectifs seront atteints un jour. Ils seront atteints, Inch'Allah. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes? Vous avez parlé des autorités et tout, mais qu'avez-vous à dire à la jeunesse aujourd'hui? Alors moi, en conclusion, je dirais que on attend beaucoup, ou sinon un peu de beaucoup qui ne donne rien. C'est-à-dire peu de beaucoup qui ne donne... qui ne nous apporte rien, en fait. C'est pour dire que chacun à sa place doit pouvoir jouer sa partition. Il ne faut pas attendre que les autres fassent. Il faut que nous soyons les premiers à faire, que nous soyons les exemples, que nous ayons à cœur de montrer l'exemple. Et jeunesse, ça veut dire que nous sommes appelés à prendre la relève. C'est dangereux que la jeunesse ne puisse pas vraiment se fonder sur des valeurs intrinsèques comme le civisme pour pouvoir prétendre demain être la relève, être cette administration-là ou cette frange de population-là qui va pouvoir porter les ambitions de développement du Bénin. Donc, jeunes Béninois, je vous en prie, et revenons aux valeurs citoyennes. Apprenons à aimer notre pays, apprenons à aimer nos diverses infrastructures publiques et respectons les lois que nous nous sommes tous fixées. Voilà. Parce qu'on se dit, c'est pour l'État, c'est pour l'État. Voilà. Mais à la fin, l'État, c'est nous-mêmes, comme nous diraient certains. C'est ça. Donc, si on ne prend pas soin de l'État, ça veut dire qu'on ne prend pas soin de nous-mêmes. Attention quand même. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci à vous, Sandrine Arouanière-Azoumé, consultante en gestion administrative et présidente 2018 de la Jeune Chambre internationale Cotonou-Océan. Oui. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci pour l'opportunité. C'est un plaisir. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour l'Espère de ce soir. Nous allons à présent installer Adonis Boum dans ActuWeb.
Et on est avec Adonis Bonado, là, à pleine forme. Bonsoir. Ça va, content de te retrouver pour enfin des moments de fixation, de fixage. N'est-ce pas? Oui. Mais il n'y aura pas de fixation ce soir. C'est pas grave. N'est-ce pas? Il n'y en aura pas. Alors, vous êtes là encore pour un certain nombre de sujets. Oui. Des informations obtenues toujours sur la toile avec vous, comme le d'habitude. rédacteur web de la... Non, journaliste web. En tout cas... Ou si tu veux, oui. plus simple, community manager de l'OETV. Voilà. Community manager de l'OETV. Oui, ça c'est plus simple. Ça c'est plus simple. Ou le CM. Alors, mesdames et messieurs, on va y aller avec les informations qu'Adonis a apportées pour nous. La CEP a décidé de confier la gestion des anciens numéros de Glomobile 68, 98, 99 à Move. Oui, il y a une décision de l'autorité de régulation des communications électroniques de la Poste qui stipule que les anciens abonnés de Glomobile, à travers leur numéro, comme vous l'avez cité, 68, 98, 99, doivent se rapprocher de Etisalat, c'est-à-dire Move, pour procéder à leur transfert vers cette plateforme. Parce qu'ils estiment que Move, cet opérateur, a les capacités de les recevoir. Et moi, je me demande pourquoi ce sont les abonnés qui vont faire cette démarche-là, qui iront vers Là, Etisalat. N'a pas détaillé par rapport à ça, ils sont juste dans leur décision exhortés les abonnés à partir du 23 janvier prochain. Donc la semaine prochaine déjà. Oui, à partir du 23 janvier. On est le 18 aujourd'hui. On est le 18, donc dans 5 jours. Oui. Tu seras rapproché des agences Move pour pouvoir procéder à leur transfert sur sa plateforme. Et ils ont 3 mois pour le faire. Au-delà 3 mois, là, il faudrait communiquer assez autour. Donc ça veut dire qu'actuellement, les abonnés Glo peuvent toujours utiliser leur SIM ou il faudrait d'abord... Ils doivent forcément aller, puisque les installations de Glo, je crois, ça doit être éteintes. Donc, pour pouvoir garder leur numéro, ils sont obligés de procéder à cette migration sur le réseau Move. D'accord. Une info sport. Ronaldinho, oui, je le connais. Hein? Bon, on ira à cette information-là pour clôturer. Pour clôturer, donc vous souhaitez qu'on termine... Donc on ne termine pas le sport. On termine par le sport. Oui. Ok, on va... Sur le Bitcoin. Sur le Bitcoin, d'accord. Oui. Le Bitcoin qui chute et atteint plus bas que les 10 000 $. Oui. On a tellement fait l'apologie du Bitcoin ici. Oui, le Bitcoin a chuté et il était en bas des 10 000 $. Mais quelques minutes après, disons quelques heures dans la soirée, il est remonté à près de 11 000 $. Ah, ok. Pourquoi cela? Ce n'est pas seulement le Bitcoin qui est descendu, toutes les autres crypto-monnaies ont aussi chuté. On l'avait annoncé avec Karamat ici. La Chine a décidé de réguler le marché des Bitcoins. Ce qui fait que cela a des décisions sur des impacts sur cette crypto-monnaie. Le cours emblématique de la crypto-monnaie continue de faire des montagnes russes. Après avoir flambé en fin d'année 2017, le prix de la monnaie électronique s'est effondré de près de 50% depuis son sommet historique avant de se reprendre. Il faut le rappeler que peu avant Noël, la monnaie était évaluée à près de 20 000 $. Mercredi, vers 15h GMT, le cours de la crypto-monnaie est tombé à 9 185 $. Son niveau le plus faible depuis le 30 novembre. Selon les chiffres compilés, ce n'est pas une chute de 50% comme on l'a rappelé. Je crois que c'est même une information à transmettre à Nabila. Voilà. Elle qui disait qu'il n'y a pas de risque. Oui. Investissez-vous dedans. Seulement. Elle avait gagné 800 $. Elle avait investi 100 $. Elle avait investi 1 000 €. Elle a déjà gagné 800. Et elle est toute contente. Elle est toute contente. Le Bitcoin a encore entraîné aussi les autres monnaies comme l'Ethereum, le Ripple, considérées comme les plus importantes crypto-monnaies alternatives. Il faut aussi dire qu'il y a 3 pays qui pensent qu'ils sont régulés. Il y a la Corée, la Chine et l'Allemagne qui veulent encadrer le marché. Ce qui fait que la monnaie est en train de perdre un peu sa valeur. Oui. Mais ce serait aussi bien s'ils arrivent à réguler. Là, la monnaie aurait une stabilité et on pourra réellement investir dedans. N'est-ce pas? Il faut toujours rappeler que la Chine avait déjà interdit ici, on avait dit, les ICO, c'est-à-dire les levées de fonds en crypto-monnaie. Ils envisagent même jusqu'à interdire les crypto-monnaies. C'est peut-être une décision qui peut venir, oui. C'est un peu difficile, hein? Bon, s'ils arrivent déjà avec leur décision de restreindre la consommation du minage. Certains
certaines entreprises de minage sont déjà en train de partir. Donc, progressivement, ils vont en arriver là. D'accord. Alors, nous avons également une autre information. Il s'agit de l'amélioration de l'algorithme de Facebook qui propage plus de fake news. Fake news. Franchement, Adonis, prochainement là, franchement. Bon, il comprend, il comprend. Oui. Allez-y, je vous laisse donner l'information finalement. Facebook a envisagé depuis 2018 d'améliorer son algorithme qui privilégie les publications et les posts des amis que celles des pages. Ce qui amène à ce que quand vous vous connectez, au lieu d'avoir les informations des pages, au lieu d'avoir les informations des médias, vous avez plus des informations de vos parents, de vos amis. En Slovaquie, la police a essayé de démentir une fausse information propagée sur les réseaux sociaux. Mais le problème, c'est qu'à cause de l'amélioration de ceux de l'algorithme, les flux du fake news, des mauvaises informations, ont été plus visibles que celles de la police même. Facebook a annoncé, comme je l'ai dit, l'amélioration de son algorithme. En Slovaquie, en décembre dernier, un article prétendait qu'un musulman qui voulait remercier un bon samaritain de lui avoir rendu son portefeuille l'avait averti d'un attentat terroriste contre un marché de Noël. Donc l'article a tellement circulé que la police a décidé d'intervenir pour démentir ces informations. Mais quand la police a voulu publier l'avertissement sur Facebook, elle a découvert que le message qu'elle a publié, contrairement à celle d'article, n'avait pas aussi d'impact que celui du faux article. C'est la même chose qu'en Bolivie et des autres pays déjà concernés qui ont déjà eu le changement d'algorithme. D'accord. Oui. Maintenant, on en vient à la note sport, n'est-ce pas? Ronaldinho qui décide de prendre sa retraite à 35 ans. 37 ans, voilà. Oui. Bien, hier soir, l'agent et le frère de Ronaldo, Darcis Moreira, dit Ronaldinho Gaucho au Brésil, ou simplement Ronaldinho, comme nous on le dit, Ronnie, dans le reste du monde, a annoncé que ce dernier prend sa retraite à 37 ans. Le monde du football hier lui a rendu un vibrant hommage. On commence d'abord par la publication. Il a arrêté, c'est fini, c'était déjà fini, il ne manquait plus que l'officialisation. Il ne jouait plus depuis longtemps, c'est ce que son frère a dit. Parce qu'on ne le voyait plus, on n'entendait plus parler de lui là. Oui, à 37 ans, le Brésilien raccroche donc les crampons après avoir fait du bol. Et le voilà, et oui, c'est bien lui. Comme le Paris Saint-Germain, l'AC Milan ou encore le FC Barcelone. Il a eu beaucoup de dommages. Déjà hier, lors du match PSG-Dijon, tout le pack scandait le nom de Ronaldinho, ancien Parisien qui a mis un terme à sa carrière, comme le stipule le Parisien sur son un tweet. D'autres hommages, à commencer par le Brésilien du PSG comme Neymar. Quel honneur de faire partie de ton histoire. Je me souviendrai toujours de ta joie sur le terrain. Tu as laissé un héritage qui sera difficile à battre dans l'art du football. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour les amateurs du football, ou encore celui de Thiago Silva. Fin de la carrière d'un véritable monstre, une personne de grande qualité avec un grand cœur, fier d'avoir fait partie de ta carrière victorieuse, mon frère Ronaldinho. Autre publication, Iker Casillas, le gardien d'Espagne. Oui, tout à fait. Il fut l'adversaire lors des Classicos en Espagne. Iker Casillas y a été aussi de son tweet. Tu m'as fait souffrir, mais comme tout amoureux du football. Il a fait souffrir assez J'ai pris du plaisir. Bonne chance pour la suite. Son coéquipier aussi, son ancien coéquipier au FC Barcelone et directeur actuel du PSG, Patrick Kluivert, s'est aussi exprimé. Fantastique joueur, fantastique personne. Ça a été un plaisir de jouer avec toi, mon frère. Le vainqueur de la Coupe du Monde 2002 a aussi reçu d'autres mots venus d'ailleurs. Le cas de Franck Ribéry. Thanks for everything you did for football. Merci pour ce que tu as fait pour le football. Et même la Seleção, l'équipe brésilienne, a évidemment, avec un tweet rendu hommage à son joueur, un hommage sincère à ce crack qui a tant brillé sur le maillot du Brésil. Pour son dernier but avec la Seleção, Ronaldinho a montré un peu du talent qu'il l'a consacré. Ronaldinho se retire donc après 97 sélections et 33 buts en sélection nationale. Nous avons aussi d'autres publications des internautes. Quand on prend celui de Capo, on pourra dire qu'on a vu l'un des grands joueurs de l'histoire, Afoniani Honi. Geronimo, grâce à toi, j'ai découvert ce que c'était le foot. Tu as été vraiment le moteur qui m'a fait suivre cet incroyable sport, qui a donné à ce que ce sport tout ce côté artistique. Merci de m'avoir fait rêver. Nico Juninho, on peut dire qu'il est parenté peut-être à Juninho Pernambucano, un ancien Brésilien aussi. Un incroyable joueur prend sa retraite.
Ses dribbles fous et ses gestes de folie font de lui l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Une page de football se tourne. Bonne retraite à toi, Ronaldinho. On prend Laurent Aquino. Ronaldinho, c'est la plus belle chose qui m'a été donnée de voir sur un terrain. Tourné Henry, merci à Ronaldinho. On prend les deux derniers. JML, imagine, tu n'as pas connu les matchs de Ronaldinho, les anciennes pubs Nick, Yoga, Bonito. Waouh, quel échec. Ronaldinho est le meilleur joueur de foot le titre de Ponko. Ronaldinho est le meilleur joueur de foot de tous les temps. Aujourd'hui, il prend sa retraite. RIP aux personnes qui ont subi des trouettes et des cascades des De la part de Ronaldinho. C'est les publications qu'on a pu recenser. Il y en a tellement. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que vous-même vous pensez de Ronaldinho? C'est l'un des meilleurs joueurs. En fait, sa technique, déjà, c'est lui seul, même ses coéquipiers le disent. Ses manières de gestes, ses gestes techniques, ses manières de dribbler, même ses coéquipiers n'avaient pas cette capacité de le faire. N'est-ce pas? Oui. Mais avec tous ces compliments à Ronaldinho, je me demande bien ce qu'il pense alors de Messi, de Ronaldo, non, Cristiano. Mais le problème, c'est que on peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas comparer. C'est de mon point de vue. Il y a des choses qu'on ne peut pas comparer. Oui. On peut Ce que moi je retiens juste de lui, c'est qu'il peut courir pendant 90 minutes et plus. En fait, ce n'est pas seulement courir. Quand vous avez un joueur comme Ronaldinho dans votre équipe, il est technique, il est finisseur, il est dribbleur. Il est tout à la fois. Il se retrouve dans toutes les positions sur le terrain. Dans toutes les positions sur le terrain. S'il n'était pas à cause de ces problèmes qu'on lui connaît, alcool, drogue, pas de drogue, alcool et amusement, c'est sûr qu'il aurait encore eu d'autres ballons d'or. N'est-ce pas? Oui. Mais bon, je ne dirais pas qu'il a vite pris sa retraite ou qu'il a très tôt cessé de jouer, mais on en voit. Après la Coupe du Monde 2002, et durant un moment, on l'annonçait fini. Mais quand il est retourné dans son pays avec l'Atlético Mineiro, on a vu réellement que bon, le joueur n'était pas mort, qu'il est revenu. N'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup, merci à vous, Adonis. Mais quand même, lorsqu'on en vient à cette information, Ronaldinho qui prend sa retraite à 37 ans, je me demande bien à quel âge vous allez prendre la vôtre. En tant que joueur? Bien sûr. Non, mais pour le moment, je continue toujours. Parce que, est-ce que vous nous servez à quelque chose? Ah, mais là, ça, c'est mauvais de le dire parce que, en tant que supportrice de Nagra, je vais le dire. Je vous ai vu faire quand même. Je vous ai vu faire, raison pour laquelle je le dis. Vous ne vous êtes jamais déplacé sur le terrain pour venir vous encourager. Je supporte FC Nagra. Je fais partie de leurs meilleurs supporters. J'ai vu ce visage-là au terrain. Ça, c'est depuis... Ça, c'est vous, ça. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous, ça. Il y a des gens qui me voient. En tout cas, je fais partie de ceux qui leur apportent les jus sur le terrain. Comme je ne suis pas un joueur international, je peux prendre ma retraite. Même ce soir, même. Non, ma retraite peut-être à 50 ans, si je suis encore tout là. D'accord, Adonis. Merci beaucoup. Je crois qu'on va s'en arrêter là. D'accord. C'est le moment de... Je vais derrière pour officier, alors. Demain, on sera encore ensemble. Si prête à Dieu. Si je n'ai pas pris ma retraite en tant que journaliste... Non. Je ne crois pas. Je ne crois pas, pas du tout. On sera ensemble demain. D'accord, si pour vous le boucler ensemble et dans la bonne ambiance la semaine. Mais j'aurais appris qu'il y a un anniversaire en cours, donc... Eh oui, Nadège Sani également, elle est très impatiente de recevoir Estelle Pazou, parce que c'est elle qui a l'honneur après le grand rendez-vous. Je n'ai pas compris quelque chose. Quoi encore? C'est nous qui recevons l'anniversaireuse ou bien c'est l'anniversaireuse qui nous reçoit? Comme le dirait quelqu'un, c'est nous qui recevons la Touyou. Ce qui est intéressant, je me suis établi une nouvelle règle depuis le 6 avril 2016. Pas de gâteau, pas de cadeau. Franchement, quoi. Adonis, ça, ce n'est que vous. Eh oui, c'est tout moi. Adonis, ça. Oui, lui-même. Adonis, voilà, ce sera tout pour ActuWeb de ce soir. Demain, on sera encore ensemble. Toujours dans le même sourire, la même ambiance. C'est clair. N'est-ce pas? Oui. Sans fixation, bien sûr. Mesdames et messieurs, il est 19h45. On va tout de suite suivre ensemble le journal.
Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur BB24. Voici les grandes lignes de cette édition. Le pantalon, un vêtement qui s'est féminisé au fil des années. Qui doit ou non porter le pantalon? La rédaction s'est interrogée sur ce style vestimentaire. Vous aurez dans un instant les avis de quelques citoyens. Les conducteurs des engins à 3 roues sont accusés à tort ou à raison d'être responsables de bon nombre d'accidents de circulation. Qu'en pensent ces derniers? La réponse dans un instant. La production industrielle chinoise est en hausse depuis le mois de décembre, mais cette production n'est pas conforme à la consommation qui a ralenti. Le port du pantalon est actuellement très ancré dans les habitudes vestimentaires de la gente féminine. Nombreuses sont ces femmes célibataires ou mariées qui s'adonnent sans aucun complexe à ce style. Toutefois, les avis divergent sur la question. Dine Bouraïman et Jennifer Sativi ont promené le micro à travers la ville. Suivez plutôt. D'autres maris aiment que leurs femmes portent du pantalon. Avant, ce n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, ça évolue. Même les grandes dames, les femmes d'autrui, elles portent ça. Par exemple, si on prend la parole de Dieu, on dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Le port du pantalon, la parole de Dieu refuse cela pour les femmes. Comme l'autre vient de dire, si ton mari accepte, tu peux porter. Même pour mon cas, ce n'est pas mon mari qui est mon Dieu. C'est mon Dieu qui a dit de ne pas porter. Donc je préfère ne pas porter des jupes, des pagnes. Un peu de tout. Parce que si on voit les hommes porter paille maintenant, toute la société serait en train de dire comme pour jupe aussi. Donc c'est pourquoi, pour moi, c'est pas bien que la femme porte pantalon. Moi, il y a des femmes qui portent des pantalons amples, qui ne laissent pas au dehors l'intimité. Vous comprenez? Mais quand on porte des pantalons, vous voyez tout ce qu'on ne doit pas voir là. Moi, franchement, je pense qu'on perd notre valeur comme ça. La femme peut se permettre de porter le pantalon de nos jours. Au départ, nous ne mettions que des tenues amples, mais les choses ont évolué. En étant en pantalon, on est plus dynamique, mais il faut juste le porter de façon décente. Malgré les désapprobations liées à cette pratique, les femmes qui optent pour le port du pantalon ne démordent pas. Plusieurs raisons en sont la base. Que représente le pantalon pour ces femmes, quel que soit leur milieu? Jennifer Sativi. Initialement conçu par les Chinois pour monter à cheval, le pantalon a réellement été adopté comme tenue de ville à partir de 1830. Pendant longtemps, il a été considéré comme exclusivement masculin. Mais à la suite de plusieurs années de revendications, les femmes ont pu obtenir au début du XVIIIe siècle l'autorisation de porter le pantalon. Depuis, plusieurs femmes à travers le monde le portent, même si cela fait toujours objet de réticence. Enfant, on dit par exemple nous de pantalon, donc c'est dit que c'est exclusivement pour les hommes. Dans les pays musulmans, le port est un peu réduit, quoique, comme je le disais, sous la robe, sous le boubou, on peut toujours mettre son pantalon. Aujourd'hui, dans notre société moderne actuelle, on constate quand même que porter le pantalon, c'est la prise en compte de la modernité dans laquelle nous sommes et c'est la prise en compte de notre évolution aussi. Les femmes aiment à porter le pantalon parce que ça donne leur forme normalement comme femme. Il y a pantalon cigarette, tiens droit là. Il y a pantalon badef que nos aïeux portent. Actuellement, les femmes portent aussi. Il y a aussi les pantalons bic. Il y a les pantalons ventilo. Il y a les pantalons wemba. En dehors du confort qu'il peut procurer, plusieurs femmes ont adopté le pantalon, surtout pour des raisons professionnelles. Dans les administrations, les femmes portent pantalon pour être présentables. Imaginez
une peintre bâtiment qui doit monter sur des échelles, qu'elle mette un pagne, elle est entravée. Et si un grand coup de vent passait par là, elle peut aussi dévoiler ce qu'il ne faut pas dévoiler en public. Toutefois, porter le pantalon devrait se faire en tenant compte de certains facteurs dans le climat. Moi, je donne conseil, si le tissu est pagne, coton, je fais ça. Sinon, normalement, là, c'est pagne, parce que chez nous, il fait très chaud. Dans les pays européens, c'est vrai, c'est la pratique courante, la pratique quotidienne, comparativement à nos sociétés où c'est le pagne qu'on voit les femmes beaucoup plus porter. On se sent plus à l'aise dans le pagne. Le port du pantalon par les femmes continue d'être considéré comme un délit dans certains pays. C'est le cas au Soudan où en décembre 2017, 24 femmes ont été arrêtées pour son port, accusées d'atteinte à la pudeur. Retour sur les tricycles. Ces engins à 3 roues sont la cause de certains accidents de la circulation. Face à ces accusations, les véritables acteurs se prononcent. Ils sont au micro de Donatien Falola et Agnès Bello. L'historique des tricycles, nous sommes les premiers qui ont commencé l'activité du tricycle, la conduite du tricycle. Nous avons été acceptés par le gouvernement d'alors sur la base des permis de catégorie B. Ce qui fait que depuis ce temps, tous ceux qui viennent dans notre secteur sont détenteurs de permis B. Les tests ne valent que ceux qui sont censés de les appliquer, comme on le dit. Si la personne, même s'il a le permis et il ne prend pas conscience au moment où il est sur son guidon, s'il ne prend pas conscience par rapport aux règles qui régissent la circulation, il peut facilement violer le code de la route. Il faut toujours respecter le code de la route pour ne pas créer du dommage aux autres usagers de la route. La particularité des tricycles est que là où empruntent les motos, les tricycles aussi empruntent. Et lorsque c'est bouché là et côté véhicule est libre, le tricycle passe aussi par là. Ça cause un problème de sécurité. Page internationale à présent, au Nigeria, les exportations de noix de cajou ont rapporté 402 millions de dollars en 2017. La principale destination des exportations de la noix de cajou nigériane est le Vietnam. Le volume réceptionné par le pays d'Asie du Sud-Est s'est élevé à environ 182 000 tonnes, soit 82,6% du stock global. Le reste des embarquements estimés à plus de 38 000 tonnes a été dirigé vers la Chine, l'Inde et d'autres nations. En Éthiopie, la construction d'une usine textile a été lancée mardi dans la ville de Dire Dawa. D'un coût global de 220 millions de dollars, l'infrastructure est située à 500 km à l'est d'Addis Abeba. Les travaux d'édification de l'usine sont prévus pour s'achever dans 30 mois. Environ 3 000 Éthiopiens devraient être embauchés une fois que l'usine sera opérationnelle. Ce nouvel investissement entre directement dans le cadre de la stratégie de développement des parcs industriels du gouvernement éthiopien qui vise à faire du pays un hub continental des industries légères. La production industrielle chinoise est en hausse depuis le mois de décembre 2017. Une production qui n'est pas uniforme à la consommation qui a quelque peu ralenti. Reportage de Marcel Arroussi d'après les sources de l'AFP. La production industrielle chinoise est restée robuste en décembre en dépit des efforts de Pékin pour réduire la pollution atmosphérique, mais les ventes au détail ont quelque peu ralenti leur rythme de croissance, selon des chiffres publiés jeudi par le Bureau national des statistiques.
Cette production s'est inscrite en hausse de 6,2% le mois dernier sur un an, après 6,1% en novembre. Sur l'ensemble de 2017, elle progresse de 6,6%. Les ventes au détail ont quant à elles augmenté en décembre de 9,4% seulement, après 10,2% en novembre. Sur l'année, elle progresse de 10,2%. Quant à l'investissement en capital fixe, il a augmenté de 7,2% sur l'ensemble de l'an dernier, la tendance restant la même que fin novembre. En France, les éleveurs redoutent une arrivée massive de viande sud-américaine, une situation due à la crise qui sévit ce secteur depuis 4 ans. Plus de précisions avec Marcel Arossi, d'après les sources de l'AFP. Chez les Madins, on est éleveur de vaches carolaises depuis 4 générations. Installé dans l'ouest de la France, Cédric se consacre avec son frère François à une exploitation de 800 têtes. Mais il craint d'être le dernier de la famille. La raison, l'accord de libre-échange négocié entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Le secteur bovin français, le premier en Europe, traverse une crise profonde, marquée par une baisse des revenus et une augmentation de l'endettement des agriculteurs. Et les ventes de la ferme de Cédric Mandin, qui élève 250 vaches allaitantes et leur progéniture sur 270 hectares, se font déjà à perte. Si les deux blocs parviennent à un accord commercial, au minimum 70 000 tonnes de bœufs latino-américains produits industriellement entraîneraient chaque année en Europe sans droit de douane. Un chiffre jugé énorme côté européen et insuffisant du côté latino-américain. Et bien que ce quota ne représente que 1% de la production européenne totale et 4,5% de la production française, les Européens français affirment que le marché ne pourra pas absorber cette augmentation qui s'ajouterait aux 65 000 tonnes de l'Union européenne que l'Union européenne a déjà accepté d'importer au Canada avec la signature de l'accord commercial CETA, surtout dans un contexte de baisse de la consommation de viande en Europe. Outre les préoccupations économiques, la question de la traçabilité et des normes de sécurité alimentaire appliquées par les pays du Mercosur inquiète les éleveurs, crainte ravivée par le récent scandale de la viande avariée en mars 2017 au Brésil. Le contenu doit avoir préséance sur le calendrier, a prévenu Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État français au commerce extérieur, en novembre. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. À bientôt. Merci Nadège Sani. Nadège, on se retrouve ce soir pour la fête, non? Même si c'est Estelle qui fête, nous on est heureux, n'est-ce pas? Bien sûr, heureuse, le gâteau est déjà prêt et dès qu'on va finir l'émission, on va se retrouver tous ensemble pour une petite fête. Pour une petite fête, et oui, Nadège Sani, mesdames et messieurs, c'est l'organisatrice maison. La chef service affaires sociales ici, et oui, on l'appelle ainsi, tout simplement, c'est pas officiel. Alors, Nadège, à tout à l'heure. Mesdames et messieurs, restons ensemble pour recevoir déjà les 2 derniers plateaux. On va d'abord recevoir le commandant Romuald Boton. Il est pédiatre dans Nature et Bien-être pour parler de l'affaire Lactalis, des laits contaminés et des nourrissons infectés. Et puis, le dernier plateau consacré à Horizon Culture qui reçoit Ghislain Fondoran, artiste plasticien. Avec lui, on va parler de l'art plastique, sa valeur dans la société. Tout de suite, on installe le plateau de Nature et Bien-être. Alors, dans Nature et Bien-être, comme je le disais tantôt, on parle de l'affaire Lactalis, et oui, des laits contaminés, des laits infantiles précisément contaminés, et des nourrissons qui déjà dans le monde sont infectés. Suivons ensemble ce reportage réalisé par Sylvania Tchanou, sur le sujet, sa petite enquête. Je suis venue comme d'habitude pour prendre du lait Célia à mon bébé. Et c'est arrivé là maintenant qu'on me dit que les laits Célia ont été retirés. La nouvelle de la contamination d'un lait en poudre pour bébé circule dans les médias depuis le 10 janvier dernier.
88 pays, dont le Bénin, sont concernés par l'information. À vrai dire, j'ai eu l'info, j'ai appris la nouvelle. C'était sur une chaîne française, sur TF1 précisément, et c'était en France. Donc je ne savais pas qu'il y avait une situation du genre ici aussi au Bénin. Le produit mis en cause est le lait Célia, un lait très recommandé pour la nutrition. Célia est une gamme de lait infantile qui est distribuée en pharmacie depuis de très longues années. Nous avons plusieurs formes. Il y a déjà la forme premier âge, la forme deuxième âge, vous avez la forme troisième âge. Et nous avons les céréales qui vont des diastasés aux fruités. Selon un communiqué de la direction des pharmacies en date du 26 décembre 2017, la vente de ce produit est suspendue. Aucun commerçant n'est autorisé à en vendre pour éviter des problèmes de santé. Nous sommes là d'abord pour la santé des populations et qui passe avant tout, avant l'intérêt matériel de la société. Bon, dès que nous n'avons pas attendu la lettre du ministère avant de retirer les produits. Des dispositions ont donc été prises pour le retrait du produit sur le marché. Le constat dans quelques pharmacies sillonnées. Nous avons déjà retiré les produits de nos stocks. Ils ont été scellés au magasin avec la mention retrait de l'eau pour éviter que le personnel ne dispense ce type de farine. Suite à la lettre du labo Célia et à la lettre du directeur des pharmacies, nous avons fait diligence en sortant tous les lots de farine de Célia que nous avons dans nos entrepôts. Bien que ces lots ne soient pas incriminés, nous les avons mis en quarantaine. Une situation qui affecte le revenu des pharmaciens. Bon, déjà, nous avons retourné auprès de ces sociétés grossistes beaucoup de lait infantile et de céréales qu'on peut évaluer à un nombre total en boîtes pour les céréales infantiles à 9 boîtes et pour les laits infantiles à 22 boîtes, ce qui revient à un montant au prix d'achat de 86 040 francs CFA. Nous avons sorti deux sortes. Nous avons les Célia céréales fruits et les Célia céréales multicéréales. C'est environ 1000, la quantité c'est environ 1000 boîtes de chacun. Donc ça fait comme incidence financière 1 900 000, pratiquement 2 millions CFA au prix de revient. Ce sont des produits qui ont déjà été soldés en fait par la pharmacie. Donc là, nous allons procéder à une réclamation vis-à-vis du fournisseur qui, lui, va maintenant devoir procéder à une réclamation vis-à-vis du fabricant, c'est-à-dire le groupe Lactalis. Donc on va devoir attendre un bon moment que le groupe Lactalis paye d'abord le fournisseur qui doit ensuite nous rétrocéder les sous. Il est déjà arrivé que les produits aient été retirés et qu'on n'ait pas été du tout remboursé. Je pense que cela vient du fait que nos autorités de régulation ne sont pas suffisamment fortes pour exiger de ces laboratoires, puisque le retrait n'est pas du fait. Notre fait, c'est du fait que les produits ont été déclarés inaptes à la consommation. À ce moment-là, c'est eux qui devaient assurer tous les frais. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas, hein, parce qu'à la limite, on retire les produits et les autorités nous abandonnent à nous-mêmes pour voir ce que nous pouvons faire. Selon Emmanuel Besnier, président de Lactalis, structure incriminée, 12 millions de boîtes de lait Célia sont concernées et à la date du 15 janvier 2018, 35 bébés de moins de 6 mois sont déjà infectés dans le monde. Merci donc à vous, Sylvania Tchanou, pour cet élément. Et on retrouve sur le plateau un médecin pédiatre, le commandant Romuald Boton, pédiatre au Kangizo, je dirais. Et oui, tout simplement, comme on le sait, hein, à l'hôpital d'instruction des armées, bien sûr. Merci d'être là, bonsoir. Merci, heureuse, merci. Bonjour
je suis ravi de l'invitation que vous nous avez faite. C'est un honneur pour nous. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau pour parler de cette situation, l'affaire Lactalis qui défraie la chronique. On s'y intéresse également, mais déjà il faut dire que Sylvania nous a permis d'avoir les informations concernant le nombre de boîtes et tout concerné dans le monde. Mais selon le ministère de la Santé, suite à la déclaration du ministre, il y a 11 228 boîtes, tout lot confondu, qui sont reçus au Bénin par 2 grossistes répartiteurs qui sont déjà retirés et actuellement déposés à la direction de la pharmacie du médicament et des explorations diagnostiques pour les dispositions pratiques à mettre en œuvre selon la procédure de destruction, bien sûr. Alors, docteur Boton, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quelle est votre réaction face à une telle situation? Vous êtes le médecin généraliste du bébé, comme on le dit. Eh bien, le médecin généraliste du bébé que je suis, en fait, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire qu'en fait, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et sur ce fait, donc, il y a eu des erreurs humaines, c'est vrai. Mais en fait, il faut relativiser la chose. Il faut relativiser en ce sens que ce n'est pas Lactalis seul qui est en fait en cause. C'est vrai, nonobstant ce que le PDG a dit, soit disant que il n'y a pas eu de problème dans la fabrication de son lait. On a quand même retrouvé dans l'usine de Craon, dans la Mayenne, parce que j'étais en ça jusqu'au mois passé. Donc vous avez vécu la situation? J'ai vécu la situation, oui, j'ai vécu la situation. Donc on a retrouvé en fait dans l'usine de Craon, dans la Mayenne, dans le réservoir de séchage numéro 1, on a retrouvé des salmonelles. Et les salmonelles, là, c'est quoi concrètement? Parce qu'on en parle maintenant depuis quelques temps, là. Alors, qu'est-ce que c'est que les salmonelles? Les salmonelles, en fait, c'est une toxi-infection alimentaire. C'est-à-dire, c'est une infection qui sont dues, en fait, à une injection de microbes du fait de l'alimentation. Donc, ce sont des germes, en fait, qu'on appelle salmonelles. Et le plus connu et que tout le monde connaît, c'est le Salmonella typhi, qui donne la fièvre typhoïde. Ah oui, je vois. Donc, c'est la grande famille des entérobactéries, mais le plus connu que tout le monde connaît, il y a le Salmonella typhi, il y a les paratyphi et il y a d'autres salmonelles. Mais dans ce cas, de façon précise, la salmonelle qui est concernée, en fait, dans ce cas, de façon précise, la salmonelle qui est concernée, en fait, c'est la Salmonella ajona. Est-ce que vous pouvez nous épailler un peu les thèmes techniques pour qu'on comprenne? Parce que les mamans sont là, elles veulent savoir de quoi il s'agit. Pour la petite histoire, en fait, ce n'est pas la première fois que cette salmonelle est incriminée dans un scandale. En 1972, il faut dire qu'au Pérou, il y a déjà eu une contamination de poissons séchés qui s'est attaquée à la Grande-Bretagne et aux États-Unis. En 1992, il y a une société qui fabriquait du milk et de la viande qui a également été contaminée. Donc, en fait, c'est un germe qu'on retrouve chez les bovins, qu'on retrouve dans la volaille, qu'on retrouve aussi dans du poisson séché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé certainement, probablement, je dirais, parce que je ne suis pas là-bas, qu'une erreur technique a fait que quelqu'un a diminué peut-être la température de séchage et ça a permis en fait aux germes de pouvoir pousser. Et donc, c'est ça. Et ce qui se passe, c'est que la salmonelle, lorsqu'elle est dans l'organisme, en fait, elle n'est pas dangereuse. Elle n'est pas dangereuse pour quelqu'un qui est en bonne santé. Pour quelqu'un, pour un nourrisson. Pour un nourrisson de moins de 6 mois, c'est dangereux. Même en toute petite quantité. Mais pour un sujet âgé, sain, normalement, ce n'est pas obligatoire de traiter. Raison pour laquelle le président Emmanuel Besnier parlait des enfants de moins de 6 mois. Voilà, qui exactement. sont contaminés, 35 environ. Il y a eu 37. 37. 37. Et sur les 37, il y a exactement 18 qui ont été hospitalisés. Donc, oui. Mais comme les 19 autres n'ont pas été hospitalisés, pas du tout. Il y a eu exactement... Donc la situation n'est pas grave en tant que telle à leur niveau? Non, à leur niveau. À leur niveau, la situation n'est pas grave parce qu'en fait, ils ont beaucoup plus de moyens que nous pour pouvoir
gérer ce genre de situation. Voilà. Et beaucoup plus de moyens que nous pour gérer ce genre de situation. Ça me rappelle quand on était sur le terrain, une maman qui disait, c'est vrai, c'est en France, ça s'est passé, tout le monde est alerté. C'est tellement que ça se passe au Bénin tout le temps, les gens meurent, mais personne ne fait de contrôle, on ne sait pas si c'est peut-être ça qui tue nos enfants, on ne sait pas. Mais comment ça se manifeste, cette infection-là, sur l'enfant? Sur l'enfant, ça se manifeste comme toutes les infections bactériennes ou virales qui sont avalées par l'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque le nourrisson avale un germe, que ce soit à partir d'un rhume, que ce soit à partir d'une infection de la gorge ou à partir de n'importe quelle infection ou des oreilles, lorsque l'enfant avale un germe, le germe en fait descend au niveau du tube digestif. La première chose qu'on fait lorsque un germe descend au niveau du tube digestif, qu'est-ce qu'on fait? On vomit. Donc l'enfant se met à vomir. La deuxième chose, le germe descend un peu plus loin. Il va au niveau des intestins. Il envoie les toxines au niveau des intestins. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la diarrhée. Donc, ce sont en fait les deux grands symptômes. Mais dans le cas de la salmonelle, c'est que les vomissements sont accompagnés, c'est des vomissements vraiment très, très forts. Et la diarrhée, c'est une diarrhée qui pue. Ça pue, c'est une diarrhée mucopurulente, comme on le dit. Et c'est une diarrhée, en fait, qui est accompagnée de fièvre, une fièvre assez forte. Donc, contrairement aux autres germes qui sont banals, et justement, c'est à partir de là qu'on a détecté la chose. Parce que les pays industrialisés, ils ont beaucoup plus de moyens que nous. Tout à fait. Et devant chaque diarrhée, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle une copoculture en Europe. Dès que tu arrives en Europe, même si ce n'est pas pour faire le diagnostic, même si on sait qu'on peut traiter la diarrhée, on fait une copoculture. Et c'est parce que, en fait, le scandale de la Thalys est parti du fait que on a remarqué, parce qu'ils comparent chaque année. Normalement, les salmonelles, c'est des germes de la période chaude, parce qu'ils ont besoin que la température soit élevée pour pouvoir se développer. Donc, on était en période tempérée, et on se rend compte qu'en fait, il y a un taux élevé de salmonelles, mais ils viennent d'où? On s'est dit, mais non, ce n'est pas normal. Les enfants ne peuvent pas avoir des salmonelles, alors que l'année passée, on avait peut-être eu 5 ou bien 2 cas de salmonelle à cette période, et tout d'un coup, on se retrouve à 30. Et là, ça donne la sonnette d'alarme. Et les autorités ont diligenté une enquête pour pouvoir, en fait, retrouver la source de la contamination. Mais aujourd'hui, quelles sont les conséquences de cette infection? Voilà. Les conséquences, qu'est-ce que c'est? C'est les complications de toutes les diarrhées de l'enfant. Quand un enfant fait la diarrhée, qu'elle soit infectieuse ou bactérienne, c'est qu'il se déshydrate. Parce qu'il perd de l'eau, il vomit, il perd de l'eau par le bas, donc il va se déshydrater. Et quand il se déshydrate, en fait, il fait ce qu'on appelle les troubles ioniques en plus, c'est-à-dire que les ions qui permettent en fait à l'organisme de bien fonctionner sont en manque ou sont en déplétion. Donc du coup, il n'arrive pas à bien réguler. Accompagné, dans ce cas-là, de la fièvre qui le fatigue. Une fièvre forte, comme vous l'aviez dit. Et il faut dire en fait que les salmonelles, en fait, ils ont la particularité de libérer ce qu'on appelle des toxines. C'est ce qu'on appelle les endotoxines. Et comme ils libèrent les toxines, ils fatiguent encore beaucoup plus le malade. Donc l'enfant est fatigué, il est déshydraté, et surtout un nourrisson qui est en pleine croissance, vous imaginez, il n'a pas encore toute son immunité, il a moins de 6 mois, il n'a pas encore acquis toute son immunité parce qu'il est protégé par les anticorps de sa mère, et bien tout de suite, il en prend un coup. Et cet enfant-là, est-ce qu'il peut... quelle est sa durée de vie si rien n'est fait dans les meilleurs délais? Normalement, la salmonelle, c'est entre 12 heures et 72 heures avant de commencer les premières diarrhées. Et si un enfant est déshydraté, si rien n'est fait, en fait, on peut, en 24-48 heures, on peut perdre un enfant. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas encore eu de mort. Il n'y a pas encore eu de mort parce qu'en fait, eux, dans le contexte d'exercice de la France, ben, ils ont les moyens. Quand un enfant vient pour une gastro... Parce que c'est la période des gastro-entérites en fait en France. Quand il fait frais, il y a beaucoup de virus. Et quand il y a beaucoup de virus, il y a beaucoup de diarrhée et de vomissements. Donc ils prennent déjà les dispositions. Voilà, ils prennent les dispositions, ils savent. Mais aujourd'hui, au Bénin, on se demande bien quelle est la situation. Voilà les dispositions prises par les autorités du ministère. Ils ont exigé, elles ont exigé le retrait systématique de ces produits et des rayons de pharmacie. Est-ce que ça suffit?
Très rapidement. Mais je pense que je viens d'arriver il n'y a pas longtemps. C'est vrai que je ne connais pas toutes les dispositions qui ont été prises, mais moi je pense que les dispositions... Qu'est-ce qui doit être fait alors? Les autorités, en fait, les dispositions qu'ils ont prises, c'est déjà bien par rapport à notre niveau de santé. D'accord. C'est une question du niveau de santé. On ne peut pas se comparer aux Européens. On n'est pas là, on n'a pas du tout le même niveau de santé. Donc les dispositions qui ont été prises, c'est déjà pas mal. Mais le problème, il y a deux problèmes en fait qui vont bloquer les autorités. Le premier problème, c'est le même problème que les Européens ont eu. C'est la commercialisation du produit en fait qui a pris du temps. Le gouvernement français avait déjà donné l'ordre de retirer. Mais on a donné l'ordre de retirer et les commerciaux ont dit, ben, nous on est en période de fête, on a beaucoup plus de ventes à faire que de nous occuper de retirer de vos produits. Donc attendez un peu. Du coup, c'est pour ça en fait le phénomène a pris de l'ampleur. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut relativiser quand on dit erreur humaine, parce que ce n'est pas Lactalis seul. Les commerçants aussi en sont pour quelque chose. La deuxième difficulté en fait, c'est l'identification en fait des germes. Ici, de vous à moi, quand votre enfant fait la diarrhée à la maison, vous ne courez pas au centre de santé. Même si vous courez au centre de santé, on ne fait pas forcément une copoculture. Et est-ce qu'on sait, à la période X au Bénin, l'année passée, on avait combien de salmonelle? À cette période on n'a aucune information, on n'a aucune information, docteur. À cette période X, combien de salmonelle on a? Donc, c'est les deux difficultés, en fait, et c'est les difficultés de tous les pays qui sont en voie de développement. Et il faudrait, en fait, je crois que la Société béninoise de pédiatrie doit, en fait, prendre le devant, comme la Société française de pédiatrie, pour pouvoir, en fait, faire une liste des laits que les mamans doivent acheter pour leur faciliter la tâche. Parce que toutes les mamans sont en panique, toutes les mamans sont inquiètes. On a eu une maman dans l'émission tout à l'heure, voilà. Donc, c'est qu'il faut que la Société béninoise de pédiatrie sorte une liste pour dire, ben, voici ce que vous pouvez acheter. Si bien qu'au moins, on a un cadre dans lequel les mamans sont, elles savent que quand elles arrivent à la pharmacie, elles ont une liste de lait dans lequel elles peuvent acheter du lait pour leurs enfants. Pour leurs enfants. Voilà. Merci beaucoup, docteur. On aura le temps d'échanger sur ce sujet-là dans un format beaucoup plus large, vous et les autorités du ministère de la Santé. Bon retour chez vous, bonne soirée à vous, docteur. Merci beaucoup. Voilà, on était donc avec, mesdames et messieurs, on était avec le commandant Romuald Boton, il est pédiatre à l'HIA, l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou. Le tout dernier plateau de ce grand rendez-vous, c'est Horizon Culture. Horizon Culture de ce soir, le dernier plateau de votre grand rendez-vous du soir, reçoit Ghislain Fandoran. Il est artiste plasticien. Avec lui, nous parlons de la valeur de l'art plastique dans la société. Mais d'abord, suivons ensemble ce petit magazine réalisé par Marcel Arrossi sur le sujet. C'est de l'imagination de l'homme que naissent les œuvres d'art. Elles véhiculent des idées, des pensées ou des rêves des artistes et de leur peuple. Depuis la nuit des temps, les artistes s'investissent dans cette activité. Elle occupe sans doute une place importante dans leur vie. Toute œuvre d'art porte une énergie. Et au-delà de l'embellissement, nous avons aujourd'hui la capacité d'orienter ces énergies-là pour que œuvre d'art qui embellit notre cadre de vie, elle puisse nous apporter aussi l'énergie de bien-être. Comme Philippe, Christelle exerce elle aussi l'art de la peinture. Elle est remplie d'espoir. Pour la simple raison que l'espoir nous fait qu'on se lève, l'espoir que demain sera meilleur, l'espoir qu'une période noire prendra fin, que le deuil a toujours aussi une fin, donc on retrouvera toujours la lumière. On peut être au fond d'un trou et finalement voir la lumière. Et cette lumière-là, je la mets dans chacune de mes œuvres. J'appelle ça aussi la résilience, qui est la mienne, parce que je pars de moi, mais après, chacun peut s'y retrouver. Il faut remarquer que les œuvres d'art plastique participent, n'est-ce pas, de notre quotidien, de l'équilibre de notre vie.
de l'harmonie que nous pouvons avoir à établir entre la nature et nous-mêmes. Les œuvres d'art nous permettent de nous connecter à cette harmonie-là. De nombreux critères permettent de mesurer la valeur artistique d'une œuvre. Les plus communs sont le renom de l'artiste, la culture de son pays d'origine et les tendances de son époque. Quant à la valeur économique, il vous arrive parfois d'affirmer que les œuvres d'art coûtent cher, mais ce n'est forcément pas le cas. Quelqu'un qui s'y connaît en art, qui connaît la technique, qui connaît la qualité finalement de ce qu'on y met, va être capable de vous dire oui, cette œuvre vaut ce prix. Ça, c'est le juste milieu. Donc il y a ceux qui y reconnaissent et qui sont passionnés par l'art. On n'est pas tous passionnés par l'art, mais il y en a qui le sont, qui s'y connaissent bien. Vous trouvez ça cher par rapport à des considérations propres à vous? Mais la valeur d'une œuvre, il faut savoir que le matériel coûte cher, qu'on y met de la qualité. Et après, comment arrivez-vous finalement à quantifier ou à dire ta créativité, ton talent, voilà ce que ça vaut. Alors que ce qu'on propose n'est pas à la portée de tous, tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde ne peut pas exprimer ce que nous avons à dire, à raconter. Et puis une œuvre d'art a un prix. L'art est la réalisation de l'homme vu par l'homme. Il nous permet de changer les idées et de nous retrouver dans un monde imaginaire. C'est aussi un moyen d'expression. Merci à vous, Marcela Rossi, pour la réalisation de cet élément qui nous informe assez sur l'importance de l'art plastique. L'œuvre d'art a un coût, et oui. Et on va en parler avec notre invité que vous voyez déjà à travers les images que nous envoie notre réalisateur Gilles Melgbeirin. Ce soir, on parle de l'art plastique. Quelle valeur dans la société avec Ghislain Fandoran. Merci d'être là, artiste plasticien. Oui, merci à vous aussi. Je sais qu'on avait commencé par en parler il y a quelques semaines sur le plateau et les téléspectateurs étaient intéressés. Mais surtout, beaucoup sont revenus sur le coût. Il n'y a vraiment pas moyen pour que les œuvres d'art ne coûtent pas cher? Oui, c'est le problème fondamental pour prendre en compte la population béninoise dans notre travail, parce que on remarque que les œuvres d'art coûtent cher, que c'est souvent les expatriés qui nous achètent. Voilà, il y a certains qui ont même bien, leur travail n'est très souvent pas pour nous, c'est pour les expatriés. Et tout porte à croire qu'on travaille, on peint pour les étrangers. Voilà. Mais c'est une réflexion qui se mène actuellement en notre sein, parce qu'on se dit, nous sommes dans une communauté donnée, dans un environnement, et les premières cibles, et tout ce que nous réalisons reflète la réalité de cette population qui nous entoure. Mais elle n'est pas prise en compte dans le coût. Mais reconnaissons que parmi notre population... Pourquoi ne pas la prendre en compte dans le coût? En fait, elle est prise en compte. Et reconnaissons que dans cette population, il y a différentes couches, différentes catégories aussi. Il y a des Béninois qui achètent. Vous avez vu dans l'élément, M. Philippe Abaï, qui disait que c'est propre à des considérations personnelles que les gens voient que les coûts sont élevés ou pas. Et lui, particulièrement, la majorité de ses œuvres, c'est les Béninois qui l'ont acheté. D'accord. Oui, mais ça dépend de quel type de Béninois qui l'ont acheté. Vous voyez, les avocats, les médecins, c'est des gens un peu nantis qui ont déjà un certain niveau. Donc, si on parle de la population qui est intéressée, mais qui est limitée par rapport au coût, c'est la population, la classe moyenne et la basse classe. Maintenant, si on doit les prendre en compte réellement, vraiment, c'est ramener complètement le prix des œuvres à un niveau très très bas. Maintenant, à ce niveau, est-ce que ça peut permettre... Qui ne valorise pas l'homme ou ni l'œuvre. Qui ne valorise même pas l'œuvre d'abord. À moins que, à ce niveau, nous pouvons solliciter l'implication des autorités à subventionner, comme on le dit, l'œuvre, quitte à permettre à cette couche très basse d'avoir accès à nos produits. Mais pour en arriver à cela, est-ce que l'œuvre réellement a sa valeur, a une importance dans notre société? Oui, cela, on l'a déjà
parlé assez largement la fois passée. Mais reconnaissons, actuellement, vous voyez que c'est difficile pour certaines personnes. On parle de développement personnel, la confiance en soi, et des gens sont prêts à faire beaucoup de choses, à investir pour pouvoir avoir confiance en soi, avoir le bien-être personnel, émotionnel, etc. Mais c'est tant de choses que l'œuvre d'art procure. Vous voyez, j'étais dans le bureau d'un chef d'entreprise. Quand il venait d'échouer à un appel d'offres, il était complètement découragé. On l'a informé au téléphone que bon, il n'a pas eu la chance. Et il tournait dans son fauteuil quand son regard s'est porté sur une œuvre d'art qui était dans son bureau. Et rapidement, son état émotionnel a changé. Ah bon? Il a souri en même temps pour dire voilà quelque chose qui me donne la joie. Parce que c'est une œuvre qu'il a aimée. Et pour ça, il a amené l'œuvre dans son bureau, il l'a acheté pour pouvoir vivre cette joie au quotidien. Et cette œuvre a joué encore son rôle à l'instant où il perdait un appel d'offres. Parce que l'instant où il voulait rentrer dans le stress, dans le découragement, rapidement son regard, et il a retrouvé sa joie. Mais c'est quelque chose qu'on n'achète pas. Ça va le motiver en même temps, il va oublier cet échec et se relancer en même temps pour d'autres défis. Vous voyez, voilà des choses que l'œuvre d'art amène. Au-delà de la beauté, de l'esthétique, ça procure de la joie, ça permet le développement personnel, la confiance en soi, ça dépend de l'émotion, des énergies que l'œuvre d'art dégage. De l'autre côté, je prends un autre exemple où j'étais à la place de Matisse sous le monument quand la pluie a commencé. Subitement, les étudiants se sont précipités sous le monument. Donc, ils étaient là par circonstance à cause de la pluie. Mais ils discutaient autour des œuvres par groupe de 2 à 3, mais devant Parce qu'on sait que là, il y a également des œuvres qui sont exposées. Oui, qui sont exposées devant une œuvre complètement abstraite, où on a collé de Corée, des choses qui donnent l'impression de mystique. Ils se sont rapprochés de moi pour me poser la question, ce que ça fait pour coûter si tant, parce qu'ils ont vu le coût 400 000. Mais je ne comprenais pas leur question, je leur ai demandé d'être plus précis, mais ils m'ont dit, est-ce que si on achète, on met ça dans sa chambre, est-ce que ça lutte contre la sorcellerie? Est-ce que ça protège la famille? Je veux bien avoir la réponse. Le besoin diffère d'une couche sociale à une autre. Eux, ils sont prêts à débourser 400 000 pour acheter quelque chose qui peut protéger leur famille contre la sorcellerie, etc. Et si cette chose se trouve dans l'œuvre d'art, ils sont prêts à le faire. Mais si ça ne se limite simplement qu'à la beauté, qu'à l'esthétique, ils ne peuvent pas dépenser si cher pour avoir simplement de la beauté. Parce qu'il faut être rassasié d'abord avant de parler de la beauté. Et être en bonne santé. Oui, être en bonne santé, justement. Donc, par rapport à cette préoccupation de ces hymnes, je me suis dit, les besoins varient d'une couche à une autre. Et l'importance de ces œuvres, chacun peut l'apprécier différemment, les gens peuvent l'apprécier différemment selon leur position. Le chef d'entreprise qui sait que le cadre dans lequel il a besoin d'énergie, de la motivation, il doit pousser. Quels que soient les échecs, parce que je sais que gérer une entreprise, ce n'est pas facile. Donc, du coup, lui, face à une œuvre qui lui fait plaisir, qui lui a fait plaisir, qui a partagé ses émotions et qui le rend heureux, il a tout fait pour avoir l'œuvre avec lui, pour être permanemment dans cet état. Mais pour certains, même une salle sans aucune œuvre d'art est une salle vide. Oui. Sans vie. Sans vie. Maintenant, bon, vous savez, chez nous en Afrique, au Bénin, c'est l'habitude. Même si tu offres parfois à certaines personnes... Et est-ce que les Béninois sont habitués à avoir des œuvres d'art chez eux? Non, bon, ils n'ont pas la culture des œuvres d'art. Ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre aux Béninois. Et ça doit partir des enfants, des écoles, des collèges, qu'on doit leur parler de l'art, la formation en dessin, en peinture, qui, à leur niveau aussi, est très utile, puisque actuellement, il y a un problème d'emploi dans le pays. On fait la promotion de l'auto-emploi maintenant. Or, l'auto-emploi, ce n'était pas quelque chose qui était donné, on ne leur avait pas donné les rudiments pour s'auto-employer, parce qu'on leur a appris à avoir un diplôme et à trouver un emploi. Donc, on enseigne la plastique du coup, dans les écoles. La plastique dans les écoles permet à l'enfant de cultiver son imagination et sa créativité, des valeurs qu'on a besoin pour créer une entreprise. Et parlons d'imagination, même de la créativité. Qu'est-ce qui inspire l'artiste plasticien? Les artistes, selon chacun de son côté, diverses choses les inspirent.
Il y a le quotidien, la femme, et la pauvreté. Chaque artiste a sa particularité. Votre particularité à vous, c'est laquelle? Bon, moi, je suis rentré dans l'usage des chorés dans la création artistique que je suis en train d'expérimenter actuellement. Et c'est cet élément culturel qui fait partie de notre patrimoine culturel que l'on appelle Poli qui m'a inspiré moi. J'étais parti lors d'une consultation et j'ai vu le devin dans ses outils. J'ai vu le Poli qu'il a fait sortir, qu'il lavait et ça m'a sidéré. Et le Poli, c'est quelque chose qui est fait rien que de Corée. Et du coup, l'idée m'est venue d'exploiter le Corée dans mes créations et je suis parti de là. Je prends un autre exemple, notre confrère Rémi s'amuse, qui fait des personnages, des oiseaux avec le fil de fer qu'il tisse. Mais son inspiration lui est venue simplement par le fait qu'il observe les oiseaux à fabriquer leur nid. La manière dont les oiseaux tissent leur nid, c'est ça qui lui a donné l'idée. Et de là, lui est parti sur les fils de fer pour réaliser des personnages, sur la technique des oiseaux. Donc, chaque artiste avec ce qui l'inspire. Et l'artiste plasticien, alors, est un fin observateur. C'est un grand observateur. Et c'est ce qu'on demande aux chefs d'entreprise. Pour être nouveau, pour créer l'originalité, on crée l'entreprise sur la base de l'originalité, sur les besoins de la population. Mais pour identifier ces besoins, il faut être un grand observateur. Et cette qualité, c'est donné par le biais de la peinture, du dessin aux enfants depuis le bas âge. Donc, c'est nécessaire qu'on réintroduise la formation en dessin, en peinture, dans les écoles, pas pour que les élèves, les enfants deviennent des artistes plasticiens nécessairement, mais pour qu'ils soient avocats, chefs d'entreprise, médecins, etc., qu'ils soient imaginatifs, créatifs et qu'ils trouvent des solutions face aux problèmes de la manière la plus rapide possible. Donc, ce serait un atout pour eux? Oui, c'est un atout pour eux et pour le pays. Oui. Vous vendez votre chose. Et je défends mon pays également. Et c'est l'art plastique qui fait tout ça. N'est-ce pas? Oui. Merci à vous, Ghislain Fondoran, artiste plasticien, président de l'Association des Arts Plastiques. Président de l'Association béninoise des Arts Plastiques. Voilà, avec vous, on parlait de l'art plastique et sa valeur dans la société. Et avec vous, on va clôturer le grand rendez-vous de ce soir. Mesdames et messieurs, avant de prendre congé de vous, on va vous demander de suivre avec nous la météo en rappel. Et oui, c'était la météo qui vient mettre un terme définitif au grand rendez-vous de ce soir. On va se retrouver demain pour le tout dernier numéro de votre émission pour le compte, bien sûr, de cette semaine. Merci déjà à vous pour l'attention à nous accorder. On se dit à demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous très bien.